50 000 spectateurs au stade Yves du Manoir à Colombes pour assister au match France-Pays de Galles. Match important à ce point que les supporters des deux équipes n'ont pas pu calmer leur impatience. Ils veulent absolument faire triompher leur couleur. Avant même le début du match. Première mêlée, supporters français et supporters gallois s'en donnent à cœur joie. Allez, match nul, pour les supporters en tout cas. Il y avait du monde, hein. Il y avait 45 000 spectateurs à Colombes, ce qui était presque un record, parce qu'il y a eu très peu de matchs à Colombes. Il y en a un seul qui a fait le plein, c'était celui pour le Grand Chelem en 55, qu'on avait raté. C'est le dernier match de Prat. Alors 45 000 spectateurs payants à Colombes, ça faisait 50 000, c'était énorme. Il y avait des quarts de toute la France qui venaient pour voir ce match. Colombes se prêtait d'ailleurs à ce genre d'ambiance, parce que c'était assez... c'était un peu le Twickenham français à ce moment-là, c'était plein de verdure, les gens venaient en car, en voiture, c'était champêtre quoi en plus. Après l'intermède, les choses sérieuses, mêlée favorable aux Gallois, maillot légèrement plus foncé. Une maladresse. Le demi-ouverture français va percer, non, il y avait faute. Beaucoup de personnalités à ce match, M. Maurice Herzog et M. Roger Frey, ministre de l'Information. C'était début avril. Et il faisait déjà très très chaud, il y avait un soleil qui est très très chaud. Et les types étaient en bras de chemise, avec les filles en robe d'été et tout, c'était vraiment l'été. Mauvais moment pour la France, voilà 3 points pour les Gallois, marqués sur coup franc par Terry Davis. On n'est pas content dans les tribunes et on le dit avec les mains comme dans le midi. Si on gagnait ce match, on gagnait le tournoi, avant d'aller jouer en Irlande. Pour la première fois, la France pouvait gagner toute seule. Je vous garantis qu'on savait quand même ce qui allait se passer. On était quelques heures avant un grand événement, quoi. On avait la possibilité de gagner un grand truc. Et la presse qui nous a mis champion du monde. Parce qu'on avait battu l'Afrique du Sud en Afrique du Sud et c'était la première fois que l'esprit Mouk touchait les épaules par terre. C'est vrai qu'ensuite on avait des devoirs vis-à-vis des publics français, c'est-à-dire il fallait prouver ensuite dans le tournoi Six Nations. Et c'était le dernier match de Mias. C'était un hommage à faire à Mias. Donc le public voulait absolument que cette équipe de France gagne et qu'elle gagne bien. Pas seulement gagner, mais gagner bien en dominant. Allez, on les aura les Gallois. Marqué Suza, le centre français tape à suivre. Mais pas facile à tromper l'arrière gallois. Vivian Jenkins, dans le Sunday Times, Vivian Jenkins, qui était un chroniqueur célèbre, etc., qui avait été arrière du pays de Galles, des Lions, etc., il avait dit, avis à toutes les nations, la France possède un des plus grands packs de toute l'histoire du championnat international. Et quand on les rencontre donc à ce moment-là, en 59, ça a été l'apothéose. Pourquoi? Parce que ça a été la concrétisation de ce que nous avions mis sur pied en Afrique du Sud, à savoir les demi-tours contact, les envolées par les avants. On applaudissait à l'époque que les passes de 3/4, les envolées de 3/4, etc. Mais les avants, c'est considéré comme de la merde, quoi. C'était les bourriques, ils étaient là, on les appelait les bourriques, alors ils étaient là, ils gagnaient la balle, puis c'est tout. On considérait que tout ce qu'ils avaient à faire, c'est de gagner la balle et la donner. Voilà. Bon, mais Mias avait donc réhabilité ça. Il trouvait que le travail des avants était basique et donc primordial. Et donc il fallait commencer par ça avant de faire voilà autre chose. Le grand moment du match. Mias à la balle, il perce en force, passe à Moncla qui marque presque entre les poteaux. La France amorce sa victoire. Est-ce que la base va transformer? Oui, 8-3. Maintenant, il faut tenir jusqu'au bout. On s'est entraîné le vendredi, la veille du match. Une mise au point, quoi. On faisait comme ça. On s'entraînait une fois pour dire on fait rentrer l'ailier, on fait ceci, on fait cela, et puis c'est tout. Hein. On faisait pas trop. On avait un entraînement avec l'équipe de France. Un seul entraînement. On allait le vendredi à Colombes, 1 heure. Il répétait quelques trucs, bon, et puis c'était tout, quoi. Et c'est à cet entraînement-là que les choses ont été définies, bien qu'on en parlait entre nous avant
au Louvois dès le jeudi soir ou le midi, parce qu'on disait, bon, on les a vus jouer, ils jouent comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'était collégial. Mais il n'y avait pas d'entraîneur, c'était les joueurs qui se démerdaient tout seuls. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai vécu de 56 à 64 sans avoir un entraîneur à l'équipe de France. Hein. Eh oui, c'est comme ça. Le premier entraîneur qu'on a eu, c'est Jean Opat quand on l'est né en 64 en Afrique du Sud. C'est le premier entraîneur qu'on a eu. Jusque-là, on n'avait pas d'entraîneur. On n'avait pas d'entraîneur. Et comment vous faisiez? Et bien on s'arrangeait entre nous. Il y avait un capitaine, on écoutait le capitaine et puis c'est tout. C'est sûr, chacun a amené sa combine, on disait tiens à Lourdes on fait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Ah oui, ça serait bien. À Caca on disait bon, celui qui joue avec moi habituellement fait ça, l'autre fait ça, l'autre fait ça, et puis voilà. Et puis voilà. Et on réussissait à se raccorder, à faire de bons matchs, quoi. Physiquement, déjà, c'était des types costauds. La deuxième ligne, elle a beaucoup changé, la deuxième ligne, parce qu'il y a la taille qui fait. Mais la troisième ligne, un type comme Bart, il vaut tous les arrêts nord-hockey. Je vais vous dire que lui, il passait la ligne d'avantage. C'était un dur. Monclas était un avant-elle, ça valait Betsen, et Crost, ça valait Magne. Hein. C'était des types qui avaient une moelle extraordinaire. Encore un essai et le match est sûrement gagné par la France. Le voilà, cet essai. Mias perce encore une fois, Monclas marque 11-3. La France a gagné le tournoi des 5 nations. Elle aura attendu 49 ans. Mias, pour moi, était le bonhomme souverain de l'équipe de France, qui avait réintroduit le sentiment collectif au niveau de l'équipe, c'est-à-dire le sacrifice d'un pour le collectif, pour tout le monde. Et il nous avait inculqué, il nous avait appris des gestes, des mouvements, des comportements qui étaient absolument impératifs et nécessaires pour faire tout ce que nous avons fait par la suite. Il avait énormément de charisme. C'était un meneur né. Il était né pour ça, c'était le patron. C'était le patron et il avait des idées. Mias, le capitaine, le grand bonhomme de l'équipe, est porté en triomphe par ses camarades. Merci les gars, leur a-t-il dit, grâce à vous, j'ai une grande équipe. Ça a été extraordinaire, quoi, parce que le public content de voir que l'on battait les Gallois, de voir que l'on était... Alors vous dire ce qu'on a pu faire dans la soirée, ça je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait prescription. Certainement, une fois de plus, avec les copains, on a dû boire un bon coup. Ce match-là, c'est l'équivalent d'une finale de Coupe du Monde en 1965. C'est quasiment, avec les All Blacks de l'époque, les trois meilleures équipes du monde. Et les Français qui ont fait des matchs, des matchs très moyens, des matchs ordinaires, ne se posent même pas la question de savoir si vis-à-vis de l'opinion ou vis-à-vis des sélectionneurs, il faut faire un grand match. C'est simplement parce qu'ils en ont envie. Et c'est l'envie qui va être la clé, le moteur de cette équipe-là. Parce qu'on a dit quelquefois qu'en tant que reporter, j'étais plus 16e homme de l'équipe de France que reporter. Vous le savez, enfin ça c'est une question d'amitié, vous comprenez, on est comme on est. Moi je vous aime bien et quand vous jouez mal, je suis très mauvais, je suis encore plus mauvais que vous. Alors j'espère que ce match sera beau, car ça c'est important. On ne peut pas se permettre, vous ne pouvez pas vous permettre une petite victoire, il faut un grand match. C'est à votre avis aussi, Jean-Prat? Il le faudrait, oui, je le souhaite. Vous le souhaitez, vous y croyez? Mais on ne sait jamais, moi je n'ai jamais joué. Oui, mais un grand match, perdant ou gagnant, mais un grand match. Ah oui, j'aimerais bien, oui. Michel Crost. Moi je le souhaite de tout cœur. Et j'y crois quand même. On sentait qu'il y avait quelque chose de profond qui se passait entre nous et que tout le monde en avait envie. C'était drôle parce que c'était mon retour et puis le retour auprès de Guy. Tout le monde avait envie que ce match se passe bien pour nous. Les avants, les trois quarts, Jean Prat, tout l'entourage, tout le monde, on sentait qu'il y avait une communion d'idées, quoi. Ils avaient envie que nos retrouvailles entre Guy et moi se passent magnifiquement bien. Le génie des Boniface, c'est toujours de faire parler d'eux, en bien ou en mal. Sur cette attaque, tous les joueurs français ou presque vont toucher la balle. Prost, Gachassin et encore Guy Boniface
Ce sera son deuxième essai sur les 4 marqués par la France au cours du match. Les Boni, ça sort de l'ordinaire. On a eu des très grands joueurs, on a eu Blanco, on a eu Sella. Boni, c'est autre chose. Boni, d'abord, ce sont des frères, ce sont des caractères, ce sont des gens qui ouvrent leur gueule, qui critiquent, qui sont passionnés, qui ne se laissent pas marcher dessus, qui ne supportent aucun diktat. Dédé, malheureusement, a eu le tort de parler trop fort des fois. C'était un homme intransigeant, c'était un homme irréprochable de par son comportement, sa réflexion sur le rugby et sa préparation. Mais Dédé il était toujours viré parce qu'il n'était pas aimé par certaines personnes. On appelait ça à ce moment-là les gros par-dessus. Ils n'aimaient pas l'attaque, ils préféraient la sécurité. Donc il était souvent viré. Bon, par miracle, on a déplacé Jean Piquet à l'aile et on m'a replacé au centre. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas joué en équipe de France, donc à mon avis, je n'étais pas meilleur que 2 ans auparavant, ni plus mauvais. Donc c'était surprenant que tout d'un coup, ils aient eu cette idée de me reprendre en équipe de France, quoi. France-Galles, comment le voyez-vous? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Michel Crost, capitaine. Moi, je me garderais bien de faire un pronostic. Oh non, surtout pas. Jamais. Mais je suis quand même persuadé et convaincu que tous mes camarades feront certainement leur maximum pour tâcher de faire une bonne partie et que ce soit une partie valable, quoi, afin qu'on puisse se racheter pleinement. et si on ne veut pas se planter, il faut prendre les avants avec nous. Il faut leur parler, qu'ils nous donnent des bons ballons, qu'ils se battent comme jamais ils se sont battus. D'autant plus que les Gallois, eux, venaient pour faire le Grand Chelem. Donc match très important. Mais on avait préparé, nous les petits, les 3 quarts, on avait préparé les avants. Michel Cross, notre capitaine, et mon capitaine à Lourdes, on l'avait un peu conditionné, il a fait passer le message, on savait qu'on allait pouvoir compter sur les avants, et les avants savaient qu'ils pouvaient compter sur nous. Oui, mais tout ça, c'était prévu parce qu'il y avait, au-dessus de nous tous, il y avait Jean Prat qui était là, qui était le garant du jeu, quoi. Et à partir du moment où Jean Prat, Michel Cross et moi, on s'était mis d'accord pour pratiquer tout ça, des gens comme Doga, Herrero, Gruarin, ils étaient tous d'accord et favorables à ce jeu, parce qu'ils étaient faits pour ça aussi. Et alors j'ai une anecdote extraordinaire. On s'est vu avec Dédé Boniface et Guy et Michel Cross, quand on se chauffait juste avant, 5 minutes avant de rentrer le match. Alors on se voit, on dit, écoutez, ces sélectionneurs, ils nous emmerdent, ils nous disent ce qu'ils veulent. Maintenant, on est sur le terrain, on fait ce que l'on veut. Dans l'esprit de ces joueurs-là, quand ils arrivaient sur le terrain, c'était pour jouer au rugby. Pour faire un rugby d'attaque, couper le centrage, arrière intercalé. Donc on rentrait pour faire un rugby plein, complet. Ce consensus, on a bien voulu le réaliser avec l'équipe de France parce qu'on savait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose à faire pour rejouer un rugby complet. Et c'est vrai qu'avec Gachassin à l'ouverture et les frères Boniface au centre, on ne pouvait pas trouver mieux pour avoir une division d'attaque qui réponde tout à fait au rugby complet auquel on aspirait, quoi. Pour peu spectaculaire qu'elle soit, la chute de Cabanier dans l'embut gallois marque le début du triomphe français. Lorsqu'on marque l'essai de 90 mètres, la balle part jusqu'à Jeannot Gachassin, qui décale Guy, qui me décale. Et la balle revient à Guy, qui revient à qui? À André Herrero, qui marque entre les poteaux. Un essai merveilleux. Tout ça, c'est le rugby que je voulais jouer. C'est redonner aux avants la balle qu'ils nous avaient envoyée avec confiance, quoi. Essai du match. Et je dis bien essai du match, c'est l'essai du match. Celui-là, il symbolise tout. Mauvais ballon, on attaque quand même, on remet à l'intérieur un avant au soutien. Il n'y a pas plus bel exemple du rugby français. En bien ou en mal. On disait qu'il faisait beau, Colombe était rempli de 55 000 personnes qui ont applaudi. Pour nous, c'était un moment de bonheur, quoi. Cette première mi-temps était pour nous elle était presque inattendue, quoi. On ne pouvait pas penser que tout allait se dérouler aussi bien.
À chaque fois que les Gallois regardaient les Français, tu avais André Boniface qui leur disait 22, 22, ça devait être les seuls mots d'anglais qu'ils connaissaient à l'époque, mais il leur montrait le tableau d'affichage. Ils ont été humiliés. Les Gallois, il faut quand même savoir que c'est le Brésil de l'époque. Ils ont été humiliés. Humilier une équipe comme le Pays de Galles qui vient chercher le Grand Chelem à Colombes, c'est purement magique. 22 points à l'échelle des points d'aujourd'hui, ça serait du 35-0 contre l'Angleterre ou contre les All Blacks. Donc c'est quelque chose d'inimaginable. Maintenant, c'est le mauvais quart d'heure des Français qui commence. Entre-temps, il est vrai, ils ont porté la marque à 22-0. Et on se demande encore ce qu'il serait advenu des Gallois si l'abandon impromptu de l'arbitre n'avait coupé bras et jambes à l'équipe de France pendant quelques minutes. Tout a bien commencé, tout se passait formidablement bien, jusqu'à la blessure de l'arbitre qui a cassé le rythme et qui a fait que Bernard Marie, qui a arbitré, qui était arbitre de touche, a eu peur qu'il y a des culottés du siècle des Français contre les Gallois, quoi. Il a bloqué le jeu et il nous a bloqué notre jeu à nous en même temps, quoi. Il n'y avait pas de remplaçant prévu parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça. Donc j'ai dit, écoutez, il y a M. Marie, l'arbitre de touche, il est quand même... Ah oui, mais c'est pas possible, c'est un Français n'a jamais arbitré. J'ai dit, il y a un commencement à tout, on a un Marie qui est là, il est capable. Et Marie est accepté, et l'arbitre. Et il a arbitré, pas très bien pour l'équipe de France, puisqu'il a arbitré l'équipe de France de peur d'être sanctionné par le board. Il voyait que les fautes de Français. C'est probablement grâce à cela que le Pays de Galles a limité les dégâts en terminant la partie sur le résultat de 22-13. Et André Boniface, lui, continue à dire, même quand les Gallois marquent leurs essais, 22, c'est-à-dire vous ne nous atteindrez jamais, nous sommes trop hauts pour vous. On savait qu'un jour on arriverait à cette plénitude du jeu et qu'il n'y aurait pas cette cassure entre les avants et les trois quarts. Le rugby, il est fait pour être joué par 15 joueurs qui sont animés du même esprit. Voilà, le rugby offensif, je l'ai toujours dit, il part du pilier jusqu'à l'arrière, de l'entourage du club, de tout ce qui se passe autour avant un match. La confiance réciproque qui est provoquée par tout ce qui se passe depuis les 4 ou 5 jours pendant lesquels on est ensemble, quoi. Nous étions une force immanente, un truc extraordinaire qui vous prend aux tripes. Vous voyez, on vivait entre nous. Cette équipe gagnait, cette équipe ne plaisait pas à tout le monde, ne plaisait pas trop à la presse, etc. Mais cette équipe était indestructible. Si un jour le 15 de la France a existé, c'est bien celui-là. La communion, voilà, le mot-clé, il est là. Il y avait communion. J'ai envie de dire, le reste du monde n'existait pas à ce moment-là. Il fallait avancer, et ça avançait. C'est forcément une équipe égoïste sur certains points. Alors on se recroquevillait parfois, hein, et on s'enfermait même dans les vestiaires, c'était chouette. Ils ont vécu une aventure humaine très très forte. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas pu totalement la faire partager. Nous étions effectivement décriés. Pourquoi décriés? Parce que on était grands, on était très gros, on était méchants, on était soudés. La rage, la hargne, l'envie. Ah. Mais c'est des mots qui sont beaux pour nous et qui nous collent à la peau. Je crois que nous avions ces qualités-là. Si tant est que ce sont des qualités pour tout le monde. On s'est défendu, on s'est battu pour que l'équipe reste la même. Et c'est aussi ça le remarquable de l'histoire, c'est qu'on n'a pas encaissé un seul essai et qu'en même temps on est resté les 15 mêmes. Bon. Voilà pourquoi je dirais que cette équipe a eu ce magma compact qui a fait que les voies étaient un peu impénétrables, quoi. L'équipe était critiquée pour son jeu, ou son absence de jeu, paraît-il. Jacques était critiqué en tant que demi-mêlée. Je crois me souvenir qu'il y avait un ou deux des secondes lignes qui étaient critiqués aussi. Roland Bertrand, ce fantastique joueur, était critiqué aussi. Moi, je l'étais aussi. Et donc, dans ce contexte un petit peu hostile, je crois que Jacques a fait en sorte que ce soit un peu l'omerta par rapport à la presse de la part du groupe. Et moi, j'ai des souvenirs où
lorsque les gens de presse voulaient s'approcher de nous pour discuter, ils avaient un quart d'heure, chacun savait ce qu'il allait dire, c'était toujours la même chose, et au bout d'un quart d'heure c'était plié, et après on vivait entre nous, en autarcie complète. La production est faite, balle arrive, tape en touche, et il faut gagner des secondes, et l'arbitre siffle la fin du match. Je vais vous raconter, moi, nous avions, alors la première semaine du premier match, nous nous réunissions, alors ça s'appelle l'enclos de Ninon, boulevard Beaumarchais, je crois, à Paris, un truc extraordinaire, mais aussi goinfré, vous ne pouvez pas imaginer. Goinfré. On essaie de retrouver les 15 là-bas, 15. Mais on était la veille de la réunion à la Fédé. Vous voyez, on est arrivé la veille, on n'avait pas le droit parce qu'on avait la convocation le jour du match. Alors tout ça, c'est la complicité totale. Et voilà, et derrière ça, on allait un peu vaseux à la fédération, vous voyez. Voilà, pour un peu tout secoué, un peu fatigué. Mais alors, quelle foi ça nous a mis. C'est notre intimité, c'est là que nous avons gagné notre grand chelem 77, monsieur. Grosse différence par rapport à l'équipe du Pays de Galles de la saison dernière? Non, la seule différence marquante, c'est l'absence de Merwin Davis, qui sûrement se fera ressentir, mais le Pays de Galles possède tellement de joueurs de grande classe que ce sera très sensible, sûrement. Mais l'équipe de France possède aussi des joueurs de très grande classe. Je pense que la grande force du 15 de France, c'est de posséder une cohésion exemplaire et un excellent état d'esprit. Quant aux joueurs de grande classe, effectivement, il y en a, car à ce niveau, je pense qu'il en faut. Cette équipe sans Jacques Foroux n'aurait pas été cette équipe, il faut quand même le dire. C'était un chef de bande, parce que nous, on était plus une bande qu'une équipe. Foroux, c'est le marionnettiste de cette équipe. Il la compose quasiment lui-même, il tire les ficelles, il ne mord pas simplement. Bon. Et c'est pas le plus grand mêlée de l'histoire, mais en tout cas, c'est un meneur d'hommes extraordinaire. Est-ce qu'on peut faire sciemment ce genre de machiavélisme terrible? Vous vous rendez compte, le petit être que j'étais avec mon 1m62, mes 60 kilos, j'aurais pu mener tout ça? Je crois pas. Croyez-vous? Je sais pas. Après tout. Je me souviens d'une expression de Walter Spanghero. Il parlait, je crois, des Gallois, il disait ils sont prenables. Ils sont prenables cette fois-ci? Oui, ils sont prenables, mais de toute façon, toute équipe est prenable. Vous savez, il n'y a pas de super équipe, il n'y a pas de surhomme. Maintenant, le problème, c'est de mettre tous les atouts de son côté, d'essayer de faire un match plus rempli et plus plein que l'adversaire, c'est tout. 77, nous rencontrons les Gallois en premier match à Paris, février 77. Et ce premier match, pour rien au monde, il ne fallait le manquer. On avait envie de réaliser quelque chose de grand. C'était l'envie de gagner, surtout de battre ces Gallois qui dominaient quand même ces années de rugby et d'être capable de les battre, quoi. Et on savait qu'on avait en les battant, on savait qu'on avait une chance de gagner le tournoi. Nous avions, nous, décidé de rendre ce match fou, de rendre ce match immédiatement au coup de sifflet, au coup d'envoi, immédiatement dans une autre dimension. Alors vous voyez la majorité quand même pour l'équipe de France, et je vais poser un peu la dernière question à Pierre, qui lui n'aime pas faire des pronostics, il est comme moi d'ailleurs, mais enfin il faut bien qu'il y passe. Je trouve que tout le monde est très optimiste ici et il ne faut pas perdre de vue quand même que l'équipe du Pays de Galles est peut-être une des meilleures équipes du monde, c'est sûr. Je ne dirais pas la meilleure parce que c'est une expression que je n'aime pas beaucoup. Mais elle domine le tournoi depuis 5 années et je crois que c'est un adversaire de grosse taille. Et ça serait non pas une surprise, mais un grand événement si la France gagnait tout à l'heure. Mais je pense que ça serait un exploit et je crois que les Français vont accomplir cet exploit. J'ai rarement entendu une pagaille pareille. Le cœur y était, mais la mesure, non. Et le parc, plein, jusqu'à la gueule. Le parc chantait. Alors, on n'a pas toujours fait chanter le parc. Devant 50 000 spectateurs au Parc des Princes et devant 50 millions de téléspectateurs, France-Galles de rugby avec cette mêlée sur laquelle la balle part pour les Français. Une très belle action de Bertrand et une passe aventureuse de Bertrand que vous allez voir. Une magnifique intervention de Burcher, le centre gallois. Et une action dangereuse pour le but français. C'est Fenwick qui part. Gareth Edouard est à la poursuite de cette balle. Et Romeu aussi, heureusement, pour les Français. Et comme Gareth Edouard manque un petit peu de vitesse, Romeu sauve in extremis pour la France. Pas grand-chose
pas grand-chose pouvait nous empêcher de battre les Gallois à Paris ce jour-là. L'arbitre monsieur aussi sur irrégularité galloise donne une pénalité aux Français que Romeu transforme. 3-3 à la mi-temps, rien n'est joué bien entendu, mais l'espoir peut régner chez les Français. La deuxième mi-temps, marquée par des actions continues du pack d'avant français souverain, et sur cette mêlée sur la ligne galloise, on va voir ce que l'on n'a jamais vu encore dans un tournoi de la Nation depuis fort longtemps. La mêlée et les avants français écraser la mêlée et les avants gallois. C'est Scrella qui se précipite, Bastia le pousse. C'est extraordinaire. Et on avait marqué 2 essais seulement, mais on les avait, je crois, c'est broyés. Si vous voyez le mot, peut-être qu'il ne vous convient pas le mot, mais on les avait broyés parce qu'avec eux, ça ne se passait pas dans la demi-mesure. Vous voyez, c'était le combat, pour le combat. Globalement, cette équipe est une sorte bon, c'est pas Fort Knox, c'est Fort Knox. C'est une équipe qui a un énorme trésor, le ballon, qui sait le gagner, le traiter, mais qui a des réticences à lui donner un peu d'espace et un peu d'air, d'où les restrictions à son sujet. Mais c'est une équipe qui s'impose et qui en impose. Bien joué, mais bien joué, c'était gagné, monsieur. Ne parlez plus de ça. Bien joué, c'est gagné. Tout le reste, du baratin. Je crois on était solide, on aimait le jeu d'avant, mais dès qu'on gagnait des ballons et qu'on était en situation favorable, on jouait, on a marqué de beaux essais. On fait relever tout le monde, la transformation est réussie par Romeu. Les Gallois vont marquer une pénalité. Nous en serons à 9-6. Ici, sur un coup de pied à suivre, Evans qui a remplacé Davis passe à JPR Williams qui perd le ballon. Et Rive va le sortir pour les Français, pour Sangali. Très bonne action de Sangali qui passe à Aguirre. Aguirre fonce tout droit comme à son habitude. Repasse en direction de Sangali. Sangali va trouver Fourou au bout de sa passe après que Bastia ait fait la liaison. Et puis Averrousse qui va orienter l'attaque, lancer en direction de Bertrand. Et Bertrand à Ariz. Et l'ailier toulousain sprint et plonge et marque. Comme c'est beau, comme c'est simple, comme c'est classique. C'est, je pense, le plus bel exemple de la réussite collective de cette équipe, cet essai-là. Ouais. Parce que beaucoup de monde y a participé, quasiment tout le monde. Quelqu'un récupère un ballon, je l'appelle, parce que j'arrivais de loin, je l'appelle, je prends un intervalle. Il me semble qu'à un moment donné, je croise avec Sangali. Qui est relayé par la 3e ligne, Bastia, Jean-Pierre ou Jean-Claude. Le ballon repart, arrive à Jean-Pierre Romeu, à Averrousse qui vient s'intercaler, à Roland Bertrand et qui m'envoie moi dans l'angle où j'ai failli d'ailleurs m'exploser l'épaule contre la barrière de sécurité. Ouais. Romeu ajoute encore 3 points pour l'équipe de France, qui fait 16-9, une belle victoire pour l'équipe de France. Et une belle journée pour tout le monde, les spectateurs et les téléspectateurs. On s'est vidé littéralement pour essayer de remporter cette victoire. Vous n'avez pas craint les 20 dernières minutes des Gallois, comme contre les Irlandais? Un petit peu, oui, parce que les Gallois, vous savez, sont des garçons très rudes et qui ne lèvent jamais le pied. Et puis, vraiment, il faut leur rendre hommage. Ils ont vraiment une équipe fantastique. Et si nous avons eu la chance de gagner aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas minimiser la valeur de ces garçons. Nous avons voulu, sur l'idée de Jacques Foroux, toujours, qui a voulu que cette équipe ne meure pas, qui a voulu que ses qualités et qui a voulu que ces joueurs vivent encore une expérience complémentaire. On a quand même créé le BRC, les Barbarians français, ce n'est pas peu dire. Et ça a été une très 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 belle aventure, mais vous vous rendez compte qu'elle a généré un Jean-Pierre Henry, cette génération. Alors, c'est l'archange, il est au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout le monde. Je dis qu'il y a très peu d'équipes, même au monde, qui ont cette, et je le dis franchement, qui ont cette sensation, cette force encore en soi, quoi.
L'homme du jour, c'est lui, Eric Bonneval. En marquant 3 essais aux Écossais, le Toulousain a concrétisé la supériorité du 15 de France. C'était notre deuxième match à Paris. C'était le match où je pense que dans nos têtes, on voulait prouver à tout le monde que on pouvait jouer, envoyer du jeu de partout. Donc on arrivait avec de la confiance parce qu'on avait battu les Anglais chez eux quand même si c'était jamais facile de battre les Anglais à Twickenham. Donc ouais, je pense qu'il y avait une bonne progression dans ce qu'on faisait. Où un premier match avec du doute et puis trouver les marques, prendre confiance en Angleterre et puis se lâcher à Paris. Et c'est ce qu'on fait avec de la réussite, je crois. On n'est pas là pour l'enjeu, on est là pour le plaisir. On est là pour laisser une trace. Eric Bonneval ne sait pas encore qu'il va laisser une trace presque définitive en marquant 3 essais. 3 essais tous plus beaux les uns que les autres. Je dirais que sur ce match-là, il y a eu 15 patrons, 15 garçons qui ont eu envie d'assumer leur responsabilité sans empiéter sur celle de l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on envoie du jeu, il fallait que véritablement qu'on soit assis, qu'on soit fort sur nos bases. On voulait démontrer que, attendez, en Europe, il n'y avait que les Français qui existaient. Je me souviens avoir rigolé parce que ça c'est un petit truc où, avant le match, quoi, où, sur les trucs de la vitamine, pas Sarge Nord, là, je sais pas trop quoi, des vitamines C, là, les trucs à l'orange. J'en mets 1, 2, puis il y avait Franck Menel qui me regardait, puis j'en mais 3, 4. Mais bon, je m'amusais, quoi. On était vraiment serein avant le match. Enfin, moi j'ai pas de souvenir de tension avant ce match. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a réussi. Et ce qui fait la différence sur un match, c'est à quelque part, dans certains moments, c'est jouer presque les yeux fermés, sachant qu'à côté, il va y avoir le partenaire, quoi. C'est-à-dire qu'on était souvent, très très souvent, sur la même longueur d'onde, collectivement. C'était une bande de copains qui prolongeaient sur le terrain des moments d'intense plaisir aussi en dehors, parce que c'était plutôt de joyeux lycéens qui jouaient leur farce sur le terrain, quoi. Donc c'était souvent ça. Rien que le fait de savoir qu'on était ensemble, c'était déjà une motivation. Le fait de savoir qu'on allait se retrouver, c'était déjà une motivation. Bon, les mots sont peut-être un peu forts, mais c'était pratiquement comme si on retrouvait sa famille, quoi. Chaque fois. Après un début pourtant hésitant, à la 7e minute, les Français ouvrent la marque sur une attaque petit côté de Charvet qui cadre son adversaire, donne à Bonneval qui déborde. C'est le premier essai que Béraud ne transforme pas. Ce que va faire l'équipe de France pendant 1 heure et ce que va faire cette équipe d'Écosse, c'est admirable sur le plan de la leçon, sur le plan de l'éducation au jeu et sur le plan surtout du bonheur d'être sur le pré. 8 minutes plus tard, réaction écossaise. Chandelle de Rutherford, Betty contre le dégagement de Serge Blanco et égalise pour l'Écosse. Très vite, le 15 de France reprend la direction des opérations. Ouverture grand côté de Berbizier sur Menel, pour Sella, redoublement de passes, Blanco sert Bonneval qui aplatit pour son 2e essai. La France mène alors 11-4. Le deuxième, c'est une pareille touche et on joue on avait annoncé une combine et c'était des combinaisons qu'on travaillait, qu'on répétait. Quelque chose de simple, en fait, et de répéter à l'entraînement. Mais que c'est beau lorsqu'en match, c'est réalisé et surtout que ça amène des points. Donc c'est après une conquête, c'est le demi-mêlée qui donne le ballon au demi d'ouverture, qui me le donne immédiatement en tant que premier centre. Il me redouble. Donc j'essaie d'attirer un peu l'adversaire, mais sans aller trop loin pour ne pas que les autres attaquants soient trop vite dans la défense. Et puis il récupère le ballon, le numéro 10, et fait une longue passe sautée pour l'arrière, bien devant. Je vois ce ballon qui arrive sur les mains de Serge Blanco. Qui arrive dans le bon timing, qui arrive à passer entre les deux joueurs,
qui arrive à passer les bras malgré un plaquage, à jouer dans la défense, derrière l'ailier écossais, pour donner à Eric Bonneval qui arrivait comme une balle, un obus, une flèche, tout ce qu'on veut, un autobus. Et en prenant le ballon, j'arrive à m'écarter. Et c'est en m'écartant que je grille Hastings, parce qu'il était costaud. Il arrive de face, un peu, je le prends sur l'extérieur. Voilà, bam, il aplatit. Simple, clair, net, parfait. Nous avions, mais véritablement, un nombre incalculable et incalculé de tactiques derrière. C'était véritablement une armoire, on ouvrait, il y avait des rangées de tactiques. Alors avec les arrières, avec les ailiers, avec les centres, avec le 10, avec le 9 qui revenait, enfin bon, c'était, attendez, on avait une pléiade de tactiques où il fallait puiser et choisir. Et ça portait des noms australiens. Pourquoi l'Australie? Parce qu'ils avaient un jeu avec un goût prononcé pour l'attaque et l'offensive. Voilà, donc ça dénotait un petit peu l'état d'esprit. Oui, on parlait beaucoup de la mêlée à l'époque, parce que Jacques Fauveau aimait beaucoup parler de la mêlée, mais c'était quelqu'un qui était assez showbiz dans l'esprit, de vouloir aussi amener autre chose, quelque chose de pétillant. C'était une équipe très sereine, qui savait maîtriser ses temps faibles, et qui était extrêmement forte sur ses temps forts grâce à des lignes arrières comme on en a peu connues, peut-être jamais connues, ça se discute. Blanco intercalé sur la droite pour Béraud qui marque en coin. Après une pénalité réussie de chaque côté, la France mène 18-7. Dès la reprise, les Français reprennent leur domination. Denis Charvet transmet à Bonneval, mais il manque la passe, je suis obligé de m'arrêter, d'aller rechercher le ballon, que je ramasse avec un petit rebond vertical. Et après je fais inter, exter, ou je fais ça inter, exter, je tire, 1, 2, 3, voilà, je zigzag, quoi. Après c'est à l'instinct. Hein. Après c'est comme dans la cour de classe avec des copains, ouais. C'est le premier qui arrive, on esquive, on repart, on démarre. Au banquet officiel, il y a un Français qui avait posé la question à l'arbitre, un très bon arbitre néo-zélandais, je ne me rappelle pas son nom. Il avait posé la question, est-ce que vous vous êtes rendu compte que troisième essai d'Eric Bonneval, il y avait en avant. L'arbitre lui a répondu, oui, je me rappelle, j'ai vu l'en avant, mais l'action était tellement belle qu'il fallait que je la récompense. Fort de 15 points d'avance, les Français se relâchent. Les Écossais en profitent pour revenir à la marque grâce à un essai de Scott Hastings. Mais deux nouvelles pénalités de Béraud permettent à la France de l'emporter logiquement. La route du Grand Chelem reste ainsi ouverte. C'est la relique. Il a marqué. C'est lui. C'est le maillot qui a marqué les 3 essais. Ouais, il y a encore un peu de terre. Non, mais ouais, voilà. Passé à la machine et il a rétréci avec le coq.
L'arrivée à Orly d'entrée début de semaine, ça se voyait sur les visages, quoi. Les mecs hyper tendus, hyper stressés, moins de déconnade, pas le sourire facile comme on dit, hyper concentrés à table. D'habitude les repas ça durait 1 heure, 2 heures. Là les mecs en un quart d'heure, 20 minutes s'est pliés, retournaient dans leur chambre, commençaient à bouquiner, à se concentrer sur le match, quoi. C'était assez émouvant, quoi. C'est vrai qu'on avait tous la trouille parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, il y avait pas mal de joueurs lancés comme ça dans le grand bain pour les premières sélections. Et l'Angleterre faisait figure d'ogre et là on avait le trouillomètre à 0. Le thème de la semaine c'était on ferme tout. Vu ce qu'on avait produit 4 mois auparavant, on s'est dit on ferme tout, on va s'appliquer sur les bases, sur la conquête, notamment les touches, et après on va faire que défendre, quoi. Le mot d'ordre c'était défendre. Et il y avait eu très jolie phrase de Villepreux qui avait dit, alors que lui était un fanat du jeu d'attaque, il avait dit l'impuissance défensive génère l'impuissance offensive. Ça voulait tout dire, ça voulait tout expliquer. Si on est bon en défense, on va exploser en attaque. Et Scrella, lui, il avait martelé avec un langage moins professoral, il avait martelé, il avait dit il faut plaquer, 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 plaquer sans arrêt. Et on savait aussi de notre côté que ça ne suffisait pas et qu'il fallait jouer et qu'il fallait donner du rythme, et on savait qu'en les déplaçant, les Anglais à l'époque, on pouvait passer puisqu'on avait une mobilité qui était supérieure à eux. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. Il pleut, les visages se ferment, capitaine Ibanez recentre son groupe. Solidarité d'envie collective, de reculer pour mieux avancer en défense. Donc première chose, il faut discipliner. Et deuxième chose, c'est la défense. Qu'on soit tous prêts à faire l'effort. Je sais que Ibanez avait appelé les gros. Et on avait discuté sur ce match-là, comment on l'abordait, comment il fallait faire et tout ça. Et c'est vrai que c'était une discussion assez riche et intéressante. Et à partir de là, on a enlevé tous les doutes. Et c'était un milieu de semaine, hein. Donc on a enlevé tous ces doutes-là et on a dit, bon allez, ça y est, on y va, on fonce. Et là, on était vraiment sûr, de faire quelque chose et d'aller au bout du jeu qu'on était en train de fabriquer, quoi. Je crois que cette génération qui est arrivée avec Ibanez s'est bien sentie. Il y avait des types qui respiraient le rugby de la même façon, des types qui ne se prenaient pas au sérieux, des gars qui avaient envie de s'éclater sur un terrain, qui venaient plus servir que se servir. Je pense que les Anglais, à mon avis aujourd'hui, hein, quand ils nous ont vu sortir du vestiaire, ils se sont dit on va vraiment passer un mauvais moment, quoi. Je me rappelle, je ne devrais pas le dire, la sortie qui nous mène sur l'entrée du stade, elle n'est pas fameuse, quoi. Des insultes, quelques crachats, excusez-moi. Et à partir de là, ils se sont dit on va tomber sur des jobards aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, vous avez vu dans le regard du nouveau capitaine. L'autre palois, Califano, voilà Califano, comme un 3/4, Kieda, Ibanez, il y a peut-être un essai au bout, il faudra des liens en débordement. Dans le temps effectif, dans je vais pas dire la possession de balle, la qualité défensive, les plaquages pour récupérer. On a récupéré un nombre important de ballons sur lesquels on a joué, et on a joué juste. Le premier essai sur un ballon récupéré, pam pam pam, 2 passes, ça rentre, et c'est Bernat Saleh qui met le premier. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaitait et ce que je souhaiterais toujours, quoi. Carbo. En jeu, messieurs les Anglais. Oui. Pénalité, on joue à la main rapidement. Et c'est reparti avec Lièvremont. Mise au sol. La balle récupérée par Carbonneau à l'extérieur sur Brouzet, omniprésent depuis le début de ce match. Carbonneau pour faire rebondir le jeu avec Benetton dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Essai de Bernat Saleh, le premier essai au Stade de France. Je suis pas du tout le mec qui
qui me rappellent des choses et puis je m'en fous et puis voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on me dit t'es le Zidane du rugby parce que t'as marqué le premier essai au Stade de France, c'est vrai que c'est marrant, ça me fait plaisir, enfin, ça me fait plaisir, c'est marrant quoi, c'est quelque chose qui, comme on dit toujours, ça sera jamais personne ne le fera quoi. Tout ça c'est d'une grande technicité. Allez, on progresse, l'impact dans l'axe et c'est Tourner qui se dégage. Mise au sol, c'est la mêlée ouverte, on garde la balle. Avec un enchaînement de Mainz, c'est sur les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Le ballon est bien libéré côté français. Carbonneau pour Castagnède pour Glas pour Sadourny. La balle est pour Dominici intérieur. Il y a du soutien. Dominici essai. C'est le deuxième essai d'équipe de France. Bon en défense, très bon en attaque. Les types peuvent que se lâcher. Ils savent que plus rien ne va leur arriver sur ce match-là. Enfin, je pense. Ça y est, 10 minutes, c'est fait. Carbonneau maintenant. Carbonneau pour Castagnède. Castagnède a trouvé Brouzé. Balle au sol. Carbonneau pour Castagnède. Et le drop. Il y est. Oh, bravo Thomas. Ça lui réussit. La chandelle, oui. Jouez le ballon au point de chute. Jouez le ballon, dites-le. Et c'est fait. La balle récupérée par la maison dans l'axe. Mêlée ouverte. Carbonneau qui cherche le drop. En fait, le système de jeu que proposait que ce soit Jean-Claude Scrella ou Pierre Villepreux était quand même, il me semble, beaucoup basé sur l'initiative du joueur. Donc il laissait beaucoup la place à l'imagination, beaucoup la place à l'initiative, ce qui était plaisant finalement parce qu'on avait beaucoup de liberté sur le terrain. Moi j'aurais aimé leur filer 35 points à ce match-là, à ces joueurs-là. Parce que ça aurait dû être le résultat. Je dis souvent, le résultat doit être la conséquence du jeu fourni. Là on en a fourni énormément en attaque et en défense. Et on n'a pas été payé en retour. Quoi. Et pour Carbonneau, on va pas s'en plaindre. Allez. Sadourny. C'est parti. Sadourny pour Bernard Salle. Pour Glas maintenant qui franchit la ligne médiane, qui déborde Bach. Il t'a passé au bien joué, que c'est intelligemment joué. Et c'est un essai. Loupé. Et c'est fini. Non, là je crois que ça devient débile quoi, parce qu'on évacue cette énorme pression qu'on avait durant toute la semaine. On l'a vécu, je pense, en petite partie pendant le match, et puis le plus gros se fait en soirée quoi. Et puis on était devenu un peu quelque part anglais, on était devenu un peu arrogant. Je me rappelle, on s'était présenté au banquet un peu fier, un peu arrogant, et on en profite un peu pour les marquer encore plus à ce moment-là. Bon, ils nous le rendront bien, je crois, 2-3 ans plus tard. Et ensuite, derrière, découle une soirée d'anthologie, quoi. Envie de se retrouver ensemble, de boire des bières. Mais très sympa, mais fraternel, quoi. Pas le truc débilos, accrochage avec... Non. Le truc vraiment de se faire plaisir, de dire, putain les gars, c'est beau ce qu'on a vécu un truc énorme, il faut le marquer, c'est prêt, on va se servir de ça pour construire le futur. Et je me rappelle, Farjon s'avait dit, cette victoire sera importante, elle sera une des plus grandes victoires de l'équipe de France et je crois que les joueurs s'en rappelleront longtemps. Elle devrait leur servir pour la suite. Ce qui s'est vu, puisqu'un an après, on est finaliste de la Coupe du Monde. We've looked, to be fair, more at how they played against Australia and South Africa, where I think they had the similar sides out, and they beat two of the top teams in the world. So it's, I guess England may go in as slight favourites, but if you go man for man, il y a beaucoup de joueurs qui étaient à leur summum, quoi. Gérald Merceron, Serge Betsen, David Doradou, Olivier Brouzé, Jean-Jacques Grenka, Peter De Villiers, Tony Marsh,
Aurélien Rougerie, David Bory. C'était des joueurs qui étaient vraiment... je crois qu'ils avaient atteint leur plénitude. Et donc, indirectement, l'équipe avait aussi atteint sa plénitude. Voilà, c'était l'apogée d'une génération, l'apogée d'un système de jeu, l'apogée de... Et comme quoi, en sport, tout est fragile. Hein. Comme me disaient les Anglais, en rugby, a week is a long week. Imanol, c'est vrai, c'était un peu lâché pendant la semaine en disant qu'il n'aimait pas vraiment les Anglais, leur arrogance, leur façon d'être, leur façon de se comporter sur le terrain. Et c'est vrai que tous les tabloïds londoniens l'avaient repris. Et ça avait mis un peu de piment dans cette rencontre, mais bon, c'était pas forcément pour nous déplaire, puisque dès qu'on peut un peu les agacer, ça nous plaît forcément. C'est vrai que ce match contre l'Angleterre au Stade de France, il a une certaine saveur, quoi. En termes de motivation, il n'y avait pas besoin de nous dire grand-chose, on était assez près, quoi. À force de prendre des branlées, on avait envie de faire tourner un petit peu la donne. Parce que good game à la fin du match, ça va 5 minutes, mais après, ça saule. C'est Tyson, quoi. Ils sont en train de monter, ils cassent tout, ils battent tout le monde. Donc je me rappelle, on s'était dit, à la remise des maillots, il faut qu'ils mettent un genou au sol. Comme le boxeur, quoi. Il faut qu'ils mettent un genou au sol aujourd'hui. Et que c'était pas facile, quoi, parce qu'ils étaient sur la lancée, ils avaient annoncé haut et fort qu'ils voulaient gagner le tournoi. Bon, c'était logique, ils n'avaient pas fait le Grand Chelem en 2001 parce qu'ils avaient été battus par les Écossais, donc ils avaient au dernier match, et donc ils avaient été un petit peu vexés, donc ils le voulaient celui-là, quoi. Bon, il a fallu qu'ils attendent 2003 pour faire le Grand Chelem. Galtier, il faut y aller. Il y a du soutien, les gars. Merceron, il faut y aller. Gérard entre les poteaux, bravo, bien joué. C'est génial. Quelle action de l'équipe de France. Je me rappelle qu'on avait beaucoup travaillé dans la semaine à Clairefontaine. Beaucoup de séances de vidéo, beaucoup. Bon, comme ça, des fois tu travailles beaucoup et tu prends 40 points. Donc c'est pas parce que tu as travaillé beaucoup que tu as gagné, quoi. Tout était tellement si bien millimétré pendant cette semaine que à aucun moment le doute n'est venu se mettre dans nos têtes et on savait vers quoi on voulait aller et ce dont on était capable aussi, quoi. Il y a des indices, c'est-à-dire que ce système de jeu était nouveau, on avait un temps d'avance sur la défense, ça c'est sûr. On était capable d'amener sur toute une largeur en 3 passes, une défense à gauche, puis la reprendre à droite, puis la reprendre au milieu. Et après, on avait toujours une disposition de 3 blocs de joueurs, un bloc de joueurs forts au milieu du terrain, un bloc de joueurs mobiles aux extérieurs, et des passeurs avec des appuis capables de prendre les intervalles sur le centre du terrain. C'était ces joueurs qui étaient chargés de jouer sur la largeur, de tirer la défense, et puis aussi de jouer dans les intervalles en sollicitant les blocs. Et on maîtrisait ce jeu qui était nouveau et qui surprenait la défense. Et c'est sur cette mise en place qu'on a essayé de soigner tout au long de la semaine, justement pour pouvoir leur provoquer les fautes de défense inhabituelles qu'on a pu voir. C'est vrai que c'était un jeu qui leur correspondait certainement beaucoup mieux qu'un jeu d'affrontement parce qu'on n'avait pas cette puissance, ni Manol, ni Olivier, ni Serge, on n'avait pas cette capacité comme peuvent avoir Dallaglio, Worsley, de l'époque, ou Hill, à venir jouer très près, avec des points d'affrontement très près les uns des autres. Et puis alors ce France-Angleterre a vraiment été, en tout cas les 20 premières minutes, la première demi-heure a été la démonstration éclatante de la qualité de ce jeu. C'est probablement sur l'ensemble le match le plus réussi. Le match plus réussi de l'équipe de France sous le commandement de Bernard Laporte. Des joueurs français derrière. Grande chandelle encore sur Robinson, impeccable. Les appuis, mais pris par Rougerie qui le lève. Très bien. Voilà, comme je vous parlais tout à l'heure dans les mots, c'est pareil au plaquage. Dès qu'on lève le joueur, il a plus de force au sol. Et on peut jouer en avançant. Bien joué Rougerie au niveau de sa défense. Bracken dans ses 22 mètres. Derrière pour Hille. Oui, Davis complètement, Galtier à la réception. Il y a un bon coup à jouer peut-être. Traille qui s'y colle. Qui s'est pas piqué la rose anglaise. Galtier aura encore une faille. Je ramasse un ballon et je prends un petit trou sur la droite, je cours quelques mètres et puis j'arrive à 5 mètres de la ligne. Et là j'ai ce flash de 98 où j'envoie ce missile à Bernat. Je lui dis cette fois-ci tu vas la garder et puis tu vas essayer de la libérer correctement. Donc je vais le plus loin possible, je la libère et il y a un essai sur l'autre aile en renversement par Imanol.
Regardez quand Galtier n'est pas là, mais c'est Merceron qui vient jouer en 9, Galtier en 10. Oh là, décalage au bout. Il y a le surnombre. La balle à l'aile, la vie est belle. Faut donner, oui, excès. Et c'est Dariner Doki. Et c'est Dariner Doki, le deuxième essai pour l'équipe de France. Bravo, bravo les Bleus. Oh, quelle disponibilité des joueurs. La première demi-heure de l'équipe de France, c'est une domination comme on n'a pas vu depuis les années 70 peut-être, quand les Anglais étaient des clients beaucoup moins sérieux que depuis le milieu début des années 80, ou le milieu des années 80. Ça, c'est sûr que c'est des moments rares de domination. C'est la bonne finition côté française. Regardez Magne, position de centre, sauté de 30 mètres. Alors que regardez, il y avait 4 joueurs démarqués. On lui aurait reproché, si on avait fait un avant au bout, ben on lui reprochera rien parce qu'à l'arrivée il y a essai. À un moment donné, je regarde la table d'affichage, je vois 20e ou 22e pour voir pourquoi on a été, pour commencer. Et je vois 17-0. Et là je me dis, oula, tu vois, je me souviens de ça quoi. Là il y a quelque chose. Voilà. Après ça se complique parce que les Anglais ont quand même de la ressource, que la pression du pack tricolore baisse un peu juste avant la mi-temps. Et c'est de Robinson, les Anglais se laissent jamais défaire comme ça, quoi, mais on n'a pas l'impression qu'ils peuvent vraiment revenir. Il y a un frisson qui passe sur le stade parce qu'on a peur qu'ils perdent ce match qu'ils méritent de gagner vraiment 100 fois, mais ils sont quand même, on sent qu'ils maîtrisent vraiment, qu'ils sont sûrs de leur défense, quoi, sûrs de leur base, c'est pas la Imagino, quoi, c'est solide. Je me rappelle que l'Angleterre, c'est la première fois qu'on sentait que ce qu'on mettait en place à l'entraînement, on le réussissait en match. Et notamment défensivement. Un des éléments clés d'ailleurs du match a été l'étouffement de Wilkinson, quoi, par Betsen en particulier, par toute la troisième ligne. Ce plan anti-Wilkinson qui a fonctionné à merveille, quoi. Je me suis rendu compte qu'il portait énormément le ballon. Et donc c'était d'autant plus facile de pouvoir se focaliser sur lui, parce qu'il portait beaucoup le ballon à cette époque-là. 2 ans avant, j'avais pris un carton jaune justement contre l'Angleterre au Stade de France face à Wilkinson, et c'est vrai que l'Angleterre avait gagné le match au Stade de France, et c'est vrai que j'en garde des souvenirs qui sont douloureux. Parce que du coup j'ai plus été sélectionné, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur mon jeu, sur ce que je coûtais à l'équipe. C'est vrai que j'avais quelque chose à faire par rapport à un rachat qui était pénible pour moi. J'ai pas les stats sur ce match, mais bon, il doit tourner au minimum à 20 plaquages sur ce match. Ce qui est énorme. Il y a une image qui reste de Wilkinson assis sur le banc de touche avec une couverture sur les épaules, on dirait un SDF, et il est SDF du jeu, quoi. Il ne sait plus où il est, il ne sait plus où il habite, et pendant ce temps-là, voilà, tout le système de jeu anglais a été étouffé là, à cet endroit-là, quoi. Là, le jeu au pied offensif dans l'embut. Il faut sauter là. Oh, essai. On continue à vivre une belle aventure humaine, parce que le rugby ça reste ça, hein. On a beau dire tout ce qu'on veut, voilà. Donc on est heureux, on a passé une semaine très forte ensemble, on va passer ce soir un bon moment, et puis on se retrouvera la prochaine fois, j'espère, pour vivre encore des moments comme ça, voilà. Le banquet avait été extraordinaire le soir, où le président anglais avait parlé pendant un quart d'heure, il avait parlé 14 minutes de l'équipe d'Angleterre, en expliquant des choses, etc. Et puis à la fin, il avait fini, et au fait, bravo à l'équipe de France, parce qu'elle a battu aujourd'hui la meilleure équipe du monde, donc bravo. C'était hallucinant, quoi. On se disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Il faut faire péter le général, il faut faire quoi, là? C'était hallucinant, quoi. Mais bon, c'est très british, ça fait rire avec le recul, quoi. Et c'est vrai que sur le moment, on ne comprenait pas, quoi. Il parlait qu'à ses joueurs, de l'équipe d'Angleterre, de ce qu'il restait à faire, de ce qu'ils avaient fait, etc. Puis finalement, il parlait jamais de nous, et à la fin, il disait, bon, au fait, bravo quand même à l'équipe de France, qui aujourd'hui a battu la meilleure équipe du monde. Non, mais c'était pas mieux avant, c'était pas mieux maintenant. Enfin, je crois pas, quoi. C'est bien tout le temps.